Bonjour et bienvenue à ce complément de séance os et squelette de l'option P3CHA. Nous sommes au laboratoire de SVT du lycée Robert Doisneau et nous allons faire une petite présentation sur le squelette osseux depuis qu'il est apparu dans l'évolution avec les poissons osseux. Coupé. Donc présentation du premier squelette représentant les premiers vertébrés ayant un squelette osseux. Donc le squelette osseux est apparu avec les ostéictiens il y a à peu près 400 millions d'années. Ostéictiens ou poissons osseux. Donc c'est pas les premiers poissons qui sont apparus, mais jusqu'ici et jusqu'à aujourd'hui, les poissons étaient cartilagineux, et un squelette cartilagineux, finalement, lorsqu'on évolue en milieu aquatique, c'est largement suffisant. C'est souple, il n'y a pas besoin d'être si dur et d'ossifier, de rajouter des carbonates et des phosphates de calcium dans les eaux. Ça alourdit finalement, ce qui n'est pas forcément un avantage. Le poisson osseux que vous avez sous les yeux est une carpe, c'est ce qu'on appelle un actinoptérygien. Actinoptérygien, ça veut dire qu'il a la nageoire rayonnée, comme ceci. C'est-à-dire, ça fait comme des arêtes qui rayonnent. Il y a d'autres types de poissons, mais dont les représentants sont beaucoup plus rares aujourd'hui, qu'on appelle les sarcoptérygiens, qui eux ont une espèce de petit membre basal, charnu. Sarco, c'est la chair. Et donc, on n'a pas énormément de représentants actuels, à part le sélacanthe. Chez ces animaux, les côtes sont déjà présentes, mais elles n'ont pas de rôle respiratoire, puisque l'appareil respiratoire, donc les branchies, qui sont été mises de côté, donc s'insèrent dans les ouïes du poisson. On aperçoit d'ailleurs ici ce qu'on appelle des arcs branchiaux. Voilà. On remarquera que aussi c'est important pour la suite et le passage à la vie terrestre des descendants, des descendants de certains poissons qui ont donné tous les vertébrés terrestres. Un grand nombre d'os au niveau de la mâchoire inférieure. Voilà. Voilà, oulala, il a perdu un petit peu en stabilité. Un très grand nombre d'os au niveau de la mâchoire inférieure. Et donc ce que l'on va voir maintenant, c'est comment le poisson va s'adapter à la vie terrestre. C'est vrai qu'il existait déjà des poissons à poumons, même si c'était des sacs très très simples et que les poissons avalaient littéralement de l'air. L'apparition de ces sacs d'ailleurs est pas liée au passage à la vie terrestre, mais plutôt à l'apparition des plantes en milieu terrestre, qui vont laisser beaucoup finalement de parties qui vont se dégrader dans l'eau, des feuilles, tout ça. Et en se dégradant, donc elles s'oxydent et elles consomment le dioxygène qu'il y a dans l'eau. Et donc des fois l'eau devient très pauvre en dioxygène, en particulier au voisinage des continents. Et il y a certains poissons qui vont adopter une double respiration. Des poissons à double respiration comme ceci, on en connaît encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les dipneustes. Et l'an dernier, d'ailleurs, un des sujets de grand oral d'un de mes élèves de terminale portait sur ces dipneustes. Le passage à la vie terrestre, donc, s'accompagne de très nombreux changements au niveau du squelette. Donc, on voit que la colonne vertébrale ici elle est renforcée, qu'on a le début d'apparition d'un cou. Parce qu'autant quand vous êtes en milieu aquatique et que vous voulez vous retourner, c'est assez facile de donner un coup de queue et de bouger tout le corps. Autant quand vous avez les 4 membres fixés sur terre, c'est important, surtout si on a une proie, de pouvoir tourner la tête dans différentes directions. Il y a bien sûr aussi la fortification et l'apparition de ce qu'on appelle les ceintures. Les ceintures, donc ici la ceinture scapulaire avec l'omoplate de l'animal et la ceinture pelvienne avec son bassin qui vont permettre d'attacher les membres. Et évidemment, une grande nouveauté, c'est le membre dit chiridien avec les 5 doigts qu'on va retrouver chez à peu près tous les vertébrés terrestres. Membre qui va dériver de la nageoire et dériver d'ancêtres qui possédaient non pas une nageoire rayonnée, mais une nageoire avec un petit membre basal, les sarcoptérygiens. Alors nous voilà avec maintenant le squelette d'un lézard actuel. Donc quand on passe effectivement des amphibiens aux premiers amniotes, dont ce lézard, les plus grosses adaptations entre les deux animaux se font pas tant au niveau du squelette, mais qu'au niveau
de l'épiderme, de la respiration. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. On voit simplement sur ce squelette-là que l'on a un cou qui est donc largement prolongé, qu'on va avoir une zonation de la colonne vertébrale aussi qui est plus claire entre les vertèbres du cou, donc cervicales, thoraciques, lombaires, et puis donc ici les vertèbres caudales. Il y a des petites différences, donc chez l'humain on a normalement déjà vu ces distinctions en cours. Petite précision que j'ai oublié d'apporter également, changement au niveau du crâne des amphibiens, donc comme là de ce reptile. Il y a migration d'un os, en fait de la mâchoire inférieure chez le poisson, qui est passé dans l'oreille interne, dans l'oreille moyenne. Dans l'oreille moyenne, donc pour former la columelle, qui est un os qui va permettre de faire donc l'adaptation entre les vibrations du milieu extérieur, le tympan et donc l'oreille interne de notre animal. Car en effet, les poissons, donc, ils n'ont pas à proprement parler d'ouïe. Ils perçoivent les vibrations de l'eau donc par leur corps au niveau des lignes latérales, et donc l'apparition de l'oreille en tant que telle date des amphibiens et donc est prolongée chez les reptiles et les mammifères comme nous l'allons voir maintenant. Donc chez les mammifères, il n'y a pas énormément de changements sur le squelette général. En revanche, donc, le plus intéressant, c'est que la mâchoire inférieure va être composée que d'un seul os, et d'autres petits os vont migrer à l'intérieur de l'oreille, ils ne sont pas ici visibles, pour former donc la chaîne des osselets que l'on connaît, c'est-à-dire donc marteau, enclume, étrier de l'oreille moyenne, qui vont faire adaptation entre les vibrations du tympan dans l'air et donc toute l'oreille interne qui a été étudiée en classe de premier enseignement scientifique. Petit focus sur la colonne vertébrale qui est ici est profilée donc pour une quadrupédie. On retrouve donc les zones classiques de la colonne vertébrale, donc les deux premières vertèbres du cou, l'atlas, l'axis, les vertèbres cervicales, les thoraciques. Le thorax est donc depuis un moment déjà bien fermé au niveau d'un sternum, puisque là donc les muscles intercostaux vont participer à la ventilation pulmonaire, les vertèbres lombaires, le sacrum et les vertèbres caudales qui, on va le voir tout à l'heure chez l'humain, sont réunies en un coccyx. Le coccyx, le voici. Et donc le sacrum, le creux lombaire, les vertèbres thoraciques et les cervicales. Alors, chose intéressante donc sur le squelette humain, c'est donc des traces multiples d'adaptation à la bipédie, et déjà donc pour amortir les mouvements, une colonne vertébrale donc, qui fait une forme de S comme ceci. Et, je ne vais pas toutes les citer parce que ce n'est pas l'objet, mais une autre grande adaptation et un des grands marqueurs de la bipédie dans la lignée humaine, et donc un des critères que l'on utilise pour classer un fossile plutôt dans la lignée humaine que dans la lignée donc, des grands primates actuels, enfin des grands singes actuels, c'est donc la position du trou occipital. Vous voyez que lorsque nous sommes quadrupèdes, le branchement de la colonne vertébrale sur le crâne se fait plutôt à l'arrière. Ce qu'on peut voir chez le chat, et on peut voir le trou de branchement à la colonne vertébrale, le trou occipital ici, chez un cochon, quadrupède lui aussi. Mais si vous regardez sur un primate de la lignée humaine, vous allez avoir ce trou occipital qui est très centré par rapport au crâne et non pas à l'arrière, et c'est un des grands marqueurs de la bipédie. Passons à présent au plus intéressant des squelettes, celui de l'oiseau. L'oiseau, il y a tant à dire. Alors déjà, pour l'adaptation au vol, on a un squelette qui, par rapport à ses ancêtres et les plus proches, d'ailleurs il les partage avec le tyrannosaure, hein. Si vous regardez au niveau des pattes, on retrouve les 3 doigts du tyrannosaure, on retrouve aussi les écailles donc, de ces grands dinosaures carnivores, mais il y a quand même eu quelques changements, notamment donc, dans l'allègement du squelette qui est très creux en fait par rapport aux autres. Très creux pour pouvoir donc alléger la masse et pouvoir s'envoler.
On a aussi donc des grandes modifications au niveau des ceintures. Ici, donc, on a un bassin qui va être très renforcé, très solide et soudé à la colonne vertébrale, de sorte à amortir donc le choc de l'atterrissage. On peut voir de l'autre côté aussi également. C'est pas très pratique ce que je suis en train de faire. Et puis donc, on a un grand système d'amortissage des chocs. Donc, un allongement des segments de la patte que l'on voit aussi donc chez la grenouille, mais pour sauter. Là, c'est vraiment pour amortir. On a un allongement donc du fémur. Et cet os-là, donc, il s'est allongé aussi parce qu'il est le résultat de la fusion en fait du tibia, donc et du tibia et du premier tarse. On appelle ça un tibiotarse. Et donc l'articulation se fait pas comme chez nous au niveau de notre pied, mais elle se fait entre le tibiotarse et le tarso-métatarse qui est très allongé lui aussi. Et enfin, donc pour voler, il faut être puissant au niveau des mouvements des ailes. Et pour avoir de la puissance, ça se voit souvent sur le squelette. Au niveau des crânes, donc des félins par exemple, on le voyait sur le chat ici. Donc, vous voyez les crêtes osseuses en arrière du crâne qui permettent donc d'accrocher des muscles pour la mastication. Et aussi chez le chat, c'est très joli. Voilà, le grand espace que nous avons ici, donc pour laisser passer les muscles de la mastication. Chez l'oiseau, ça va être un autre endroit qu'on va avoir une crête osseuse, c'est au niveau donc de son équivalent du sternum, voilà. Ici où on trouve les fameux blancs de poulet au niveau du thorax, on a donc ce qu'on appelle un bréchet, qui est une crête osseuse donc du sternum qui se prolonge. On dit qu'il est caréné, ça fait comme une proue de navire. Et ça, en fait, ça sert à accrocher. C'est là qu'on trouve les blancs de poulet, qui sont en fait de gigantesques muscles pectoraux qui permettent de faire le mouvement du vol battu. Voilà, passionnant le pigeon. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous voyez, il y a beaucoup à dire sur les squelettes, leur évolution, leurs adaptations. Ça peut être voire des sujets de grand oral en faisant le lien entre ces évolutions au niveau du squelette et la génétique, par exemple. Voilà. Au revoir.